Bienvenue dans Un talent, une histoire. Aujourd'hui, je vous emmène à Rosa Beach chez Rodrigue Djeke qui va nous raconter son parcours, son histoire. Du maquis à la baie des milliardaires, il nous racontera ses 20 ans de succès et surtout un parcours inspirant. Suivez-moi. Bonjour Rodrigue. Bonjour Vanessa. Merci de nous accueillir chez toi sur ton île magnifique. Je t'en prie. Alors, j'ai hâte que tu nous racontes un petit peu ton parcours depuis le maquis il y a près d'une vingtaine d'années à cet endroit magnifique que l'on va visiter tout à l'heure. Ce sera pour moi un très grand plaisir de te raconter l'histoire de ce complexe hôtelier que tu vois en ce moment. Tout est parti de 2002. Juste après la crise. Déjà, je suis né ici. Ici, c'est mon village. Après les études, j'ai jugé bon de m'installer là où je suis né. Déjà, même que quand on allait encore à l'école, l'idéal, c'était de devenir un chef d'entreprise, avoir son propre business. Ce qu'on a appris pendant notre formation, parce que j'ai fait une formation professionnelle, en marketing, commerce, m'a permis de pouvoir me forger un idéal. Malheureusement, le rêve, il est permis quand les moyens pour réaliser ce rêve-là sont au rendez-vous. Sortant de l'école, les poches vides, qu'est-ce que je pouvais faire si ce n'était pas me mettre au boulot? Donc, dans les débuts, éventuellement, les parents du retour de l'école m'ont demandé, moi, mon père précisément, m'a demandé, ça fait bientôt 1 an que tu es là. Tu vas faire quoi de ta vie? Voilà. Je savais que ce qu'il voulait pour moi, c'était d'être un fonctionnaire à la ville, ce qui n'était même pas dans la logique de mes pensées. Donc, je lui ai répondu que papa, écoute, ce serait un peu compliqué pour toi de comprendre, mais je vais faire un maquis, tu vois. Déjà, quand on allait à l'école, quand je préparais le BTS dans les années 99-2000, je faisais des excursions, j'organisais des excursions ici. Souvent, on squattait les plages de certains proprios qui venaient que le week-end, précisément, soit samedi ou dimanche. Donc, nous, on cherchait à voir le programme. Et puis, quand ils étaient absents, on venait passer notre week-end ici, juste la journée du samedi. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas officialiser ce projet-là? Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, il n'y avait pas de moyens. Mon père était catégoriquement contre, parce que pour lui, je n'avais pas de moyens. Comment est-ce que j'allais d'abord réaliser un maquis? C'était un couteau tiré entre lui et moi. Je ne lui tenais pas tête, mais je ne pouvais pas abandonner ce projet, ce rêve, parce qu'il n'était pas d'accord. Donc, ma stratégie, c'était d'aller travailler chez les voisins, un peu partout, 1500 ou 2000 francs la journée. Et quand j'ai pu économiser un peu d'argent, j'achetais du ciment, j'achetais du matériel que je confectionnais, des briques que je confectionnais moi-même. Je faisais tout moi-même. J'étais menuisier, maçon, plombier, je faisais tout moi-même. Tu as tout appris. Tout. Et pour dire vrai, sur le terrain, la nature m'a formé. La nature m'a véritablement formé. Ça m'a appris beaucoup de choses. Il arrivait souvent, certaines nuits, je coulais des larmes parce que c'était difficile. La souffrance et les difficultés me dépassaient. Mais il y avait le père aussi, mon père, qui m'avait mis au défi. Et le premier jour, quand je lui ai dit que j'allais faire le maquis, il m'a dit « Sache qu'à compter d'aujourd'hui, ton père et ta mère, c'est ton maquis. Si tu as un problème, va voir ton maquis. Wow. » Et comme je tenais tant à mon maquis, je tenais tant à ce projet, que je n'ai pas d'ailleurs même déclaré, parce que c'est un établissement hôtelier que je voulais faire à l'époque. Parce que à la base, parallèlement à l'école, j'étais disjockey.
J'avais moi-même ma propre discothèque. Donc, souvent, il y avait des établissements hôteliers aux alentours. J'allais animer les cérémonies, donc je voyais un peu comment les choses se passaient. Donc, et ça t'a donné encore plus envie d'aller de maquiller un établissement hôtelier? Oui. À l'origine, ce n'était pas pour faire un maquis. Hein, oui, bien sûr. Mais il fallait quand même passer par un maquis. Pour avoir les fonds. Voilà. Et parallèlement à ça, j'avais d'autres activités. J'étais ce qu'on appelait communément des marcheurs sur les ventes de terrain. Et à chaque fois que je faisais une spéculation, la plus-value, je réinvestissais une partie dans mon maquis, une autre partie dans le foncier, et puis la troisième partie dans l'agriculture. Bon, on me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je procède comme ça. Oui. Le maquis, c'était le projet principal. Mais quand même, c'est pas que je ne croyais pas à ça. Mais pour tout bon entrepreneur, il fallait, comme on le dit, entre griffes, avoir un plan B. Oui, bien sûr. Et il y a des moments de pénurie, des basses activités pour les établissements hôteliers. Donc, il fallait avoir une activité qui puisse te permettre de maintenir la tendance quand tu as ton activité principale qui baisse. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué et on m'a plus connu dans le domaine du maquis. Et après, dans le foncier, je me suis aussi développé dans l'agriculture, je me suis développé. À chaque fois que j'avais un peu d'argent, un peu d'entrée, je m'investissais dans les trois. Mon premier bâtiment, je l'ai construit en 2014. Imaginez-vous, de 2002 à 2014. 2014. Je faisais tout moi-même. À chaque fois que j'avais une entrée d'argent, j'achetais du matériel qu'on pouvait conserver pendant longtemps. Par exemple, mes briques, c'est moi-même qui les fabriquais. Mais comment tu fabriques des briques alors que ce n'est pas ton métier? Comment tu fais de la menuiserie alors que ce n'est pas ton métier à la base? Tu arrives à ça comment? À la base, à chaque fois qu'on venait en vacances, on allait travailler sur des chantiers en tant qu'aide-maçon. D'accord. Sur les chantiers des voisins. Donc, je regardais comment les gens faisaient la menuiserie, la maçonnerie. Donc, je regardais, je les observais. Et quand j'arrive chez moi, je reproduisais la même chose. Parce que je le faisais moi-même, pas parce que je ne voulais pas payer quelqu'un, mais je n'avais pas les moyens pour payer un manœuvre. Je n'avais pas. Je préférais me sacrifier la main d'œuvre. Attends, cet argent, je pouvais l'utiliser pour payer le matériel. Et souvent, à force de travailler, à force de tout faire moi-même, le matin, j'avais la peau qui devenait tellement dure que pour me laver le visage, il fallait mettre l'eau dans le creux des doigts. Et c'est comme ça que je me lavais le visage. Juste pour dire, la nature nous apprend beaucoup de choses. Si tu écoutes la nature, tu vas beaucoup apprendre. Et si la souffrance, les difficultés de la vie ne te rendent pas intelligent, tu ne seras jamais intelligent. Quand tu as les moyens, tu dépenses. Quand tu n'as pas les moyens, tu penses. Oui. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait de 2002 en 2014. C'est-à-dire 12 ans après. C'est 12 ans après que j'ai utilisé mes briques pour faire mon premier bâtiment. Je l'ai commencé, si ma mémoire est bonne, janvier 2014. Je l'ai terminé en décembre 2014. Parce que chaque année, je mettais en œuvre un projet. Je mettais les moyens. Quand je dis les moyens, ce n'est pas les moyens financiers. Hein. C'est le matériel que j'ai stocké depuis 5 ans en arrière. Je mettais tout à disposition pour pouvoir réaliser le projet. Parce que un chantier dans un établissement qui ne se termine pas, c'est une perte. J'ai fait mon premier bâtiment. Bien avant ça, j'avais 4 chambres que j'ai construit moi-même de mes propres mains. Okay. Et les gens venaient déjà? Oui, les gens venaient déjà. Les 4 chambres, je les ai fait je crois en 2004, les chambres existaient déjà. D'accord. J'avais 4 chambres. Les lits étaient en béton. Parce que après, un lit en béton, il revenait moins cher qu'un lit en bois. Donc, au fur et à mesure que les choses évoluaient, j'essayais de mettre une couche de peinture à mes projets que je réalisais. En 2014, j'ai fait mon premier bâtiment.
2015, j'ai fait la piscine. 2016, j'ai fait la salle polyvalente. C'est une salle qui abrite les cérémonies, les conférences, les anniversaires, tout ce qui est cérémonie fermée. Je l'ai construite parce que, après avoir fait les 6 premières chambres, d'abord j'avais 4, j'ai fait 6 autres chambres, ça fait 10. Le besoin qui existait à cette époque-là, c'était les conférences. Oui. Donc il y a des sociétés qui venaient faire les conférences ici, les formations. Donc au fur et à mesure que les besoins naissaient, c'est comme ça que j'évoluais. Donc, il fallait être sur place au cœur de son activité pour réellement orienter les investissements. Parce qu'un investissement qui est fait, qui ne répond pas aux besoins de la clientèle, c'est une perte. Totalement. Tu as parlé tout à l'heure du fait de ne pas avoir mis tous tes œufs dans le même panier. Donc, tu commences avec le maquis, tu investis dans du matériel, ton établissement et l'agriculture. Qu'est-ce que tu as fait de ce projet agricole? Le projet agricole répondait à un seul objectif. Si le maquis, il voyait le jouet qui se transformait en établissement hôtelier, il doit aller plus loin que ça. Tu ne dépasses pas les 55 ans ou 60 ans, tu n'atteins pas les 60 ans dans l'hôtellerie. Il faut savoir décrocher. Là où je vais avoir le paradis fiscal, c'est dans la plantation. Et puis à partir de 40 ans, 45 ans, tu investis dans l'immobilier. Comme tu as déjà la base, le foncier, tu commences à t'investir dans l'immobilier. 50 ans, 55 ans, tu décroches dans l'hôtellerie, tu laisses la nouvelle génération qui sont peut-être tes enfants ou des collaborateurs qui ont fait le chemin avec toi. C'est comme ça que j'ai orienté, mais c'est vrai, au début, tu es au cœur de l'activité. Et après, c'est fini. Un bois ou un arbre qui commence à produire, c'est fini. Tu fais des plantations de quoi? Qu'est-ce que tu fais dans l'agriculture? Je suis dans le palmier à huile. J'ai commencé dans l'EVA-culture, le palmier à huile et puis le cacao. Dans quoi tu investis exactement dans l'agriculture? J'ai commencé par l'EVA-culture, après le cacao. Le dernier projet, c'était le palmier à huile. D'accord. Et tu comptes faire de la transformation? J'ai toujours modernisé ce que je fais. Dans les débuts, c'est typiquement l'agriculture. Selon les besoins de l'activité ou les réalités des terrains, s'il faut s'investir dans la transformation, je le ferai sans hésitation. Je pense que je gagnerai plus dans mes enquêtes. Il me serait plus rentable de transformer, je le ferai. Tu commences le maquis avec très très peu de moyens. Que penses-tu des jeunes qui disent que pour réussir dans la vie, il faut avoir un fonds, un capital important ou être le fils de quelqu'un d'important ou avoir des ouvertures importantes? Qu'est-ce que tu leur dirais dans ce cas de figure-là, quand je vois ton parcours? Vous avez énuméré 2 situations. Oui. Il faut avoir les moyens, il faut être issu d'une famille qui a déjà les prémices. Vous voyez déjà la modestie de la vie. Vous connaissez un planteur qui a droit à des emprunts bancaires? Non. Encore moins son fils. À votre préoccupation ou à votre question, je dirais, même quand vous allez voir une banque pour un emprunt, on vous dit, mais quelle est les garanties? Au-delà même des garanties, quelle est l'activité qui existe déjà? On peut apporter un financement à une activité qui existe déjà. Les gens font l'erreur de croire que c'est déjà avec un apport financier qu'on peut commencer. Non, c'est une erreur. Il faut déjà, même avec 1000 francs, on peut commencer un commerce. Regardez les femmes qui vendent des oranges. Elles n'ont pas besoin de grandes choses. Moi, je connais des gens qui ont commencé à vendre des oranges. Vous savez à combien j'ai commencé à travailler? À 1500 la journée. Et les 1500, celui qui me donnait le poste, il avait 250. Non, il te restait que 1250. 1250. Avec les 1250, en fin de semaine, je me retrouvais à 7500. On me donnait 9000. Et je retournais la différence à celui qui m'a donné son poste. Vous comprenez? Après, même quand j'arrivais à décrocher une place moi-même, c'était entre 1500 et 2000. Mais je me contentais de ça. Et en fonction de mes entrées, j'établissais mes dépenses. Malheureusement, les gens étalent leurs dépenses. D'abord, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils étalent leurs dépenses et puis ils cherchent le financement. Non. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont parties de rien, juste d'une idée. Et aujourd'hui,
on les envie. C'est là la source de mon inspiration. Nous, à la base, on était des porte-bagages. On portait les bagages des touristes qui venaient ici. Quand on venait en vacances, tu allais balayer là où il allait faire le pique-nique. Quand il arrivait, tu allais porter ses bagages, tu le poses et quand il est prêt, il a fini son week-end, tu lui retournes ses affaires dans son bateau. C'est ce qu'on faisait. Il y en a qui se sont contentés de ça jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, les pourboires qu'on leur donnait, ils trouvaient que ce n'était pas suffisant. Donc, ils utilisaient ça à d'autres fins. On a toujours reçu ces mêmes fonds. J'ai commencé dans ce village, j'ai grandi dans ce village. Tout le monde me connaît. La première fois que j'ai fait l'émission, on m'a dit, c'était en 2016, j'ai fait une émission pour encourager les jeunes. Pas que je voulais être un modèle, mais je voulais être plutôt une source d'inspiration. Et j'ai mal quand je vois des jeunes pleins de talents qui sont encore au cachot, qui attendent un appui extérieur. Non. Souvent, des gens m'accostent, ah, vraiment, on veut faire une activité, mais prête-nous de l'argent. Je dis, si j'avais eu les fonds en 2002, ou en 2003, quand j'ai commencé, je dis, je ne serais même pas là. Je n'aurais pas appris à gérer cet argent. Je serais à la rue. Quelqu'un qui n'a même pas, qui n'a aucune idée d'une ferme, il dit qu'il veut faire l'élevage, il a besoin d'1 million. Mais quand il va recevoir de l'argent, cet argent-là, qu'est-ce qu'il en fera? Rien. Qu'il commence par élever un poulet d'abord. Qu'il commence à savoir comment se nourrir un poulet. D'abord. Malheureusement, on pense que c'est quand on aura l'argent qu'on saura élever le poulet. Non. Non. J'ai dit tout est possible en celui qui croit en lui. Tu peux avoir une petite activité qui commence comme un embryon et puis demain ça devient un empire. Tout dépend de l'objectif que tu te fixes. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il ne faut pas qu'on se trompe. Toute découverte demande beaucoup de passion et beaucoup de sacrifices. Malheureusement, les gens veulent faire des découvertes sans passion, sans sacrifice. Sans sacrifice. Bon, le mec, il veut faire du sport dans une salle climatisée. Voilà. Pour éviter le soleil. Pour éviter de transpirer. Voilà. C'est terrible, hein? Qu'est-ce que tu as appris sur ces 20 dernières années, Rodrigue? J'ai tout appris. Si on peut le résumer en 3 mots-clés importants, que tu penses être importants, qui ont bâti la personne que tu es devenue aujourd'hui et surtout qui vont continuer à bâtir l'homme que tu vas être demain. Tout ce parcours en une seule phrase. Travaillons comme si notre réussite dépendait de nous-mêmes. Prions comme si cette même réussite dépendait de Dieu. Aucune découverte ne s'est faite sans passion. C'est au bout de l'effort que se trouve la récompense. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui. C'est tout ce que je peux dire. C'est très juste et plein de sagesse. Tu commences par un maquis, tu bâtis cet établissement. Aujourd'hui, tu me disais avoir des succursales un petit peu partout. Si on doit résumer un peu, on va dire ton empire, tu en es à combien aujourd'hui? La maison mère, le quai, ça fait 2, le lac 3, l'antenne 4, et il y a un 5e qui est en train d'être bâti. Il est en chantier. C'est quand il sera fini qu'on va l'ajouter à la liste. Et je rappelle que tout ça part d'un maquis. Tout ça part d'un maquis. Et tenez-vous, un maquis dans lequel on servait des boissons chaudes. Je dis bien des boissons chaudes. Vous voyez un peu le maquis du village. C'est que le week-end, on sort les appareils, on joue la musique. Sinon, le reste des jours, c'est les boissons chaudes. Un très beau parcours. C'est une très belle source d'inspiration. Et tout le long de ton parcours, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré justement ou des livres qui t'ont marqué pour bâtir la personne que tu es devenue? Déjà, vous voyez mon voisinage, c'est que des personnes nanties. Étant un fils d'une famille issue d'une famille modeste, le défi que je me suis lancé, c'est d'ajouter un plus à ce que mes parents m'ont donné. Et quand je dis mes parents m'ont donné, c'est pas la richesse, c'est le sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Me mettre au monde, me mettre à l'école, je pense que c'est déjà beaucoup. Inutile de croire que en parlant de terrain, les parents m'ont donné un terrain qui aujourd'hui m'ont permis de bâtir. Là où j'ai bâti l'hôtel, à la base, c'était un terrain familial que j'ai acheté. Donc, je n'ai rien eu gratuitement. Ce que je pourrais recommander à tous ceux qui veulent s'investir une quelconque activité, qu'il ait
qu'ils sortent de leur esprit que le démarrage de leur activité ou les fonds du démarrage de leur activité viendra de quelqu'un d'autre. Je suis fier de moi parce que j'aime mon travail. Il n'y a pas plus fier que de ne pas devoir sa réussite à quelqu'un d'autre. Si je dois ma réussite à quelqu'un, c'est le bon Dieu. À tous ceux qui m'ont soutenu dans les prières, à tous ceux qui m'ont encouragé dans les moments difficiles, il y en a sur le chemin. Il y a des gens, quand les problèmes me dépassaient, j'allais les voir. Mais ce n'est pas des gens qui vont... Non, c'est vrai que nous sommes à la baie des milliardaires, mais ce ne sont pas les milliardaires qui m'ont fait. Je me suis construit tout seul. Je me rappelle, j'ai fait un reportage, ça a été écrit « La revanche d'un villageois ». Et au sorti de... Quand l'émission est passée, il y a certains qui m'ont approché pour me dire pourquoi tu acceptes qu'on écrive la revanche d'un villageois. Je dis celui qui vit au village, comment on l'appelle? Le villageois. Si dans toute activité, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne peux pas réussir. Quand j'attrape une pelle, je mélange le ciment. Souvent, peut-être que vous aurez l'occasion de voir, les gens que je prends pour travailler, les tâcherons, la plupart de mes chantiers, c'est moi qui leur donne les directives. Et c'est moi qui viens contrôler. On me demande, mais où tu prends tes plans, ton architecte, tu peux me donner son contact? Je dis, ah bon? Un jour, je vais te donner son contact. Je suis au début, au milieu et à la fin. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. J'ai tout appris. La nature m'a formé. Et j'en suis fier. Il m'a bien formé. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas les frustrations. Non, je ne regrette rien. Au contraire, ça m'a permis de me battre. Si j'avais tout reçu dans les débuts... Est-ce que tu as échoué au cours de ton parcours? Il est arrivé des moments où je voulais m'abandonner. Il est arrivé des moments où j'ai coulé les larmes parce que la souffrance me dépassait. J'ai voulu abandonner, j'ai été voir, je me rappelle, la première fois j'ai été voir mon père pour lui dire, cet espace-là, moi, je le vends. Il m'a dit, ah bon, c'est à toi? Je lui ai dit, mais c'est moi qui ai investi. Il dit, tu es venu trouver des baraques dessus, non? J'ai dit, oui. Il m'a demandé, où est-ce qu'elles sont? J'ai bâti des bâtiments modernes. Il dit, ah bon? Donc, le jour où tu veux partir, tu replantes les baraques et puis tu t'en as. Et là, sur ce coup, j'ai trouvé que c'était injuste. Mais après, j'ai compris. Il voulait simplement me dire, comme c'est ce que tu voulais faire, tu t'entêtais, il faut que tu continues. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et ça m'a encore donné du tonus. Ça m'a encore remis sur les rails. Et j'ai foncé dans le tas. Je ne me suis pas construit en 2 ans, en 1 an, en 6 mois. Comme certains le pensent, l'année prochaine, ça va me faire 20 ans. Je suis le plus ancien de tous les établissements hôteliers ici. Je ne suis pas le plus jeune, le plus ancien. Et parmi les plus anciens, je suis parmi les plus jeunes. Et celui qui vient après moi, j'ai près de 14 ans de plus que lui. Il y avait des établissements qui étaient là, qui appartenaient aux Occidentaux, qui ont fermé parce qu'ils ont traversé des crises. La crise de 2002, la crise de 2004, la crise de 2010 et 2011. J'ai traversé toutes ces crises-là. Mais je n'ai pas abandonné. Les gens me disaient, mais toi, le pays en guerre et toi, tu continues de travailler. J'ai dit, il y aura encore des gens qui vont rester en vie et changer les idées. Je serai là pour les accueillir. Voilà ce qui donnait cette envie-là de me battre. Je continue de voir l'espoir toujours sur l'horizon. Si je résume ce que tu me dis, les valeurs qui comptent pour toi, on va dire, il y a la résilience, la persévérance, l'espoir en un lendemain meilleur, toujours. Il faut croire en soi-même, quelles que soient les situations qu'on traverse. Rien ne te sera facile et au contraire, ce que tu gagneras facilement, tu le perdras facilement aussi. Je dors souvent à 1h, 2h du matin, 5h30, 6h au plus tard, je suis sur pied. Souvent, il y a des clients qui me demandent, mais attends, est-ce que vous dormez? J'ai dit si, je dors. Je dors au moment où il n'y a personne. Parce que souvent, on fait l'erreur de croire que le boss, c'est celui qui part le premier et qui revient le dernier au travail. C'est la caricature du boss. Ouais. Mais en réalité, le boss, c'est le boy de l'entreprise. Parce que c'est lui qui part le dernier, c'est lui qui vient le premier. Si tu acceptes cette philosophie, je pense que les choses seront simples. Tu pourras les accepter.
Ben, si t'as pas compris ça, il faut le comprendre d'abord avant de l'accepter. Si tu l'as pas compris, tu l'as pas accepté, ça passera pas. Personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. C'est le secret de la vie. C'est très vrai ça c'est très vrai. Tu me disais tout à l'heure que ton père t'avait mis au défi de réussir, d'aller vraiment jusqu'au bout de ce que tu voulais faire. Quel est son sentiment aujourd'hui, 20 ans après? Mon père et moi, nous sommes devenus de très grands amis, chose qui n'était pas vraie avant. Parce que depuis que j'ai décidé de prendre mon envol quant à la réalisation de mon rêve, on était à couteau tiré. Oui. Ben, il ne me parlait même plus. Même quand il devait me parler, c'était par le biais de ma mère. Quand les choses ont commencé à se dessiner, il hésitait encore à me rendre visite. Souvent, j'étais en train de travailler et il passait, il observait, il ne disait rien. Puis une nuit, je suis allé le voir avec 4 heures du matin. J'ai échangé avec lui. Au sortir de là, nous sommes devenus de très grands amis. Par moments, il vient me rendre visite. Il en est vraiment fier. Je me rappelle que dans une des émissions, on lui a posé la question de savoir au début, vous ne voulez pas la réalisation du projet de votre fils. Et maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Il a simplement dit que il a pensé que je voulais m'amuser. Parce que à la base, quand je dis j'étais disjockey, je voyageais beaucoup à l'intérieur du pays. Donc pour lui, j'allais m'amuser. Alors que j'allais à la quête d'un lendemain meilleur. J'allais chercher des sources d'entrée d'argent et je venais investir dans mon maquis. Ben, il ne comprenait pas ça parce que, bon, c'est normal, quand tu mets un enfant à l'école, il faut que ce que l'enfant a appris à l'école lui profite. Cet objectif-là qui s'inscrivait. Ben, aujourd'hui, il en est fier. Nous sommes devenus de très, très, très bons amis. C'est super ça. Une belle revanche sur la vie. Oui, 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 bien évidemment. Il est devenu même mon confident. Par moment, il m'appelle, il me dit qu'il veut me voir. Quand j'arrive, il me dit ce qu'il veut faire. Souvent, je dis, ben, c'est nouveau ça. Avant, il passait par des personnes intermédiaires pour me parler. Et même quand il a envie de faire quelque chose, souvent, il préfère le faire avec mon petit frère. Il m'écartait. Parce que pour lui, j'étais pas un enfant raté, mais j'étais un rebelle. Un rebelle, plutôt que de faire la volonté de son frère, il préfère faire ce qui est dans sa tête. Donc, j'étais son rebelle. Aujourd'hui, il en est fier. Je me rappelle même quand je voulais m'investir dans l'agriculture, il a même donné en première position des terres, des parcelles de terre à mes petits frères. J'avais 3 années de plus que moi. Il a attendu la 4e année avant de me donner la plus petite portion. Parce qu'il ne voulait même pas. Là encore, on était copropriétaires. Parce que lui, il avait les plants de cocotiers dessus. Moi, je voulais mettre les VA. Et quand j'ai mis les VA, ceux qu'il prenait pour venir récolter ces noix de coco détruisaient mes EVA. Je me plaignais. Il me dit, tu savais très bien que j'avais des cocotiers dessus et puis tu as accepté de prendre. Donc, ne te plains pas. Un jour, je me suis fâché. Je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, bon, écoute, maman, faut voir le vieux. Soit il reprend sa plantation avec tout ce que j'ai investi dessus, c'est pas grave. Soit il me laisse toute la plantation avec les cocotiers qui sont dessus. Le même jour qu'il a accepté de me laisser la plantation, j'ai abattu les cocotiers. Parce qu'à tout moment, il pouvait changer d'avis. quand il allait savoir, c'était le soir. Et il est passé, il fait un tour, il a vu qu'il n'y avait plus de cocotiers, il était dans tous ses états. Et il est arrivé à la maison, il a fait le retour à ma mère, il dit, ben, ton fils, il est venu plénicher ici pour que je lui donne la plantation. Je le fais, il abat mes plants. Il sait en quelle année je les ai plantés. Je lui ai dit, ben, maman, faut lui dire. Moi, j'ai pas oublié. Ces cocotiers-là, nous, on avait 10 ans. Quand on venait en vacances, c'est nous qui avons transporté et nous a fait planter. En principe, ça devait nous revenir de droit. Donc, si j'ai abattu pour les EVA, ils s'en réjouissent. Je n'ai pas vendu. J'ai mis autre plan dessus. Parce que les cocotiers étaient devenus trop grands et ça ne produisait plus. Mais bon, pour lui, c'était un affront. Pourquoi lui, il mettait quelque chose en terre puis je venais les détruire. Mais bon, nous, on était économistes, on cherchait l'argent. Et à l'époque, c'était les VA qui étaient... Plus rentables. Voilà, plus rentables.
Mais lui-même, il avait des plantations de verre, il sait. Bon, il avait peur quand même qu'on devienne comme lui aussi. Mais bon, aujourd'hui, on s'entend, c'est l'essentiel. Rodrigue, merci d'avoir partagé avec nous ce parcours très, très inspirant. J'ai été bluffée par ce que tu m'as raconté, par tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as construit, surtout en une vingtaine d'années. Bravo. Nous arrivons au terme de cet échange. Je vais t'inviter à regarder la caméra en face de toi et à laisser un message pour les générations à venir juste là. Chers frères et sœurs, chers amis, africains et ceux d'ailleurs, il nous appartient, nous en tant que jeunes entrepreneurs, de prendre notre destin en main. Personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place. Aucune découverte ne s'est faite sans passion. Il n'y a pas plus heureux ou plus fier que de s'octroyer sa propre réussite. On est mieux assis quand le siège nous appartient. Voilà le message que je veux apporter aux jeunes entrepreneurs. Ne soyons pas cloîtrés sur cette position antique, mais la nouvelle génération voudrait que nous soyons au cœur de notre activité et c'est seulement en œuvrant de cette façon que nous pourrons nous construire. Nous pourrons bâtir notre rêve. Et ce rêve-là, ça sera fait de nos propres mains. Continuons de nous battre car l'avenir nous appartient. Je vous remercie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis lors de cette édition d'Un talent, une histoire et j'espère que comme moi, vous avez apprécié l'histoire de Rodrigue, son combat pour faire de sa vie un véritable modèle de réussite. Continuez à nous suivre sur nos différentes pages Un talent, une histoire, YouTube, Facebook et Instagram.